Maintenant, moi, j'ai une question particulière, c'est-à-dire, comment faire une étude sur une action, c'est-à-dire l'étape. J'ai une action qui peut-être me semble bonne, je vais étudier cette action avant de procéder à son achat. Comment je dois procéder? Ok. Alors, bon, première question, vous êtes dans la formation BAVM Masterclass? Non, pas encore. Ok. Bon, les étapes, c'est pas bien compliqué. La première chose que vous devez faire, Mhm, c'est de déterminer la catégorie de l'action. Donc, vous mhm. devez pouvoir dire clairement, c'est un fast grower, ou bien non, c'est un slow grower, ou bien non, c'est un cyclical, ou bien c'est un turnaround, ou bien c'est un asset play, ainsi de suite. Et la raison pour laquelle vous voulez faire ça? Oui, si vous avez une question, allez-y en même temps. Non, parce que la fois dernière, j'avais posé certaines questions, j'avais déjà donné mes plans, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je viens investir à BNV, mon plan, mon profil investisseur, tout est tout. Donc, moi, j'ai un profil investisseur un peu modéré, c'est-à-dire soit je prends un peu d'action action de rente et action de croissance. Ok, Maintenant, je veux connaître l'étape, c'est-à-dire quand j'ai une action peut-être qui. Parce qu'on va au feeling, au fait, d'abord, dans un premier temps, comme nous sommes des débutants, on se dit pour ensemble, cette action-là peut nous rapporter quelque chose. Maintenant, si on peut essayer de l'étudier un peu, quelle est l'étape à ok, suivre? ok. Mhm, Donc, alors, je dis n'importe quoi. Je dis que c'est, je sais pas, que mhm. c'est Bernabé qui vous intéresse. D'accord? Si D'accord. c'est Bernabé qui vous intéresse, la première étape, c'est de déterminer Bernabé, c'est quel type d'action? Est-ce que c'est un fast grower? Est-ce que c'est un cyclical? Est-ce que c'est un slow grower? Ainsi de suite. Ça peu importe votre Mhm, profil d'investisseur, même si vous êtes orienté à action de rente, vous voulez quand même savoir à quoi vous avez affaire. mhm. Parce que c'est cette Oui, première oui, c'est étape-là, ça. justement, qui va vous permettre de décider ça correspond à mon profil ou pas. Donc, si vous êtes plutôt action de Mhm. rente et que vous déterminez que c'est quoi, un cyclical, par exemple, vous voyez que c'est pas un bon deal. Donc, il faut vous séparer de cette Oui, oui. action-là. Ou pas l'acheter si vous ne l'avez pas encore. Donc, donc, la première étape, c'est de pouvoir déterminer le type de l'action, sa catégorie. Et donc, quand vous avez Mhm. déterminé cette catégorie-là, ça vous permet d'identifier quelle méthode de valorisation vous allez utiliser. Parce que, comme le dit Peter Lynch, vous Mhm. n'évaluez pas un fast grower de la même manière que vous évaluez un turnaround, par exemple. Ça ne fait aucun sens. Oui, c'est vrai. D'accord? Mhm. Et donc, maintenant que vous avez la catégorie, vous avez donc la méthode de valorisation. Vous appliquez la méthode de valorisation, donc Mhm. c'est des calculs à faire, et vous aboutissez à ce qu'on appelle Oui. une valeur intrinsèque. Donc, Mhm. la valeur intrinsèque, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez appliquer une marge de sécurité à cette valeur intrinsèque-là. D'accord? La marge de sécurité, c'est quoi? C'est, je dis n'importe quoi. Vous avez déterminé que votre valeur intrinsèque, c'était de 1000 francs. D'accord? Mais ça ne veut pas dire Mhm. que si le coût de l'action est inférieur à 1000 francs, vous achetez automatiquement. Non. Mhm. Donc, vous pouvez décider d'appliquer une marge de sécurité de 70%, par exemple, vous dites. Si le prix de l'action est inférieur à 70% de la valeur intrinsèque, c'est là que j'achète, pas à 100% de la valeur intrinsèque. Donc, la marge de sécurité, ça, c'est un peu comme, si vous voulez, un tissu de sécurité, d'accord, au cas où vous auriez fait des erreurs dans vos estimations, donc dans Mais, l'estimation même de la valeur intrinsèque. mais est-ce que la marge de celui doit forcément atteindre 70%? Non, c'est un truc complètement arbitraire. Ça dépend de la Mhm, confiance que vous d'accord. avez en votre méthode de valorisation. Mhm, Donc, si vous êtes sûr d'avoir bien évalué d'accord. l'entreprise, vous pouvez même aller à 100%. Mhm. Vous pouvez décider d'acheter dès que le prix de l'action descend en dessous de la valeur intrinsèque. Mais si vous avez quelques doutes, d'accord, vous voulez mettre une marge de sécurité. Donc, la marge sera d'autant plus grande que vous aurez des doutes en fait. Plus vous aurez des doutes, plus vous voulez Mhm. une grande marge de sécurité. Et donc, je dis n'importe D'accord. quoi, je fixe donc par exemple la marge de sécurité à 70%. Et donc, je dis que vous voulez acheter l'action quand le prix descend en dessous de 70% de la valeur intrinsèque. Et donc, c'est ça qui est ce qu'on appelle votre prix d'achat. D'accord? C'est ça qui est votre seuil. Donc, quand le coût est inférieur à ce prix d'achat-là, là, vous pouvez mettre un ordre pour acheter. Mais tant qu'il n'est pas à ce niveau-là, c'est que vous patientez tout simplement. Vous observez, vous attendez que cette situation-là se produise. Donc, voilà quelques étapes que Ok. vous suivez pour savoir exactement.
si Comment, une action est un bon deal comment ou acheter pas. une action. D'accord. Maintenant, la dernière fois, je suivais une de vos vidéos où vous avez parlé des ratios. Oui, Des ratios PR et P, si je me souviens bien, PBR. ok. J'espère que je ne me trompe pas, hein. Oui, PER et Maintenant, je ne PBR. sais pas voilà, dans quel type d'études il faut plus se concentrer sur les PR. C'est-à-dire, j'ai une action, comme vous avez dit tout à l'heure, Benabé. J'étudie d'abord sur sa catégorie, la catégorie d'action. Je vais sur la méthode de valorisation de l'action. Quand je finis, je fais ressortir sa valeur intrinsèque. Maintenant, à quel moment le PR intervient? Ok, donc c'est la deuxième étape, lorsque vous essayez d'appliquer votre méthode de valorisation. Donc, comme on l'a dit tantôt, vous n'évaluez pas un fast grower de la même manière que vous évaluez un cycle école. Et ce qui rentre en jeu ici, c'est la Oui, oui. méthode de valorisation va imposer sur quel ratio vous vous concentrez. Donc, par exemple, je dis n'importe quoi, pour un fast grower, d'accord, c'est pas le PBR qui vous intéresse, ça Oui. ne fait pratiquement aucun sens pour un fast grower. Par contre, le PBR est vital, Mhm. mais alors crucial pour un fast grower, vous voyez. Donc, suivant la catégorie Mhm. d'action que vous avez en face, vous avez aussi, on va dire, vous accordez aussi, vous attribuez des priorités au ratio. Donc, vous savez que pour un fast grower, s'il faut choisir entre le PER et le PBR, bah, c'est le PER d'office. Vous n'observez même pratiquement pas le PBR pour un fast grower en réalité. Donc, c'est cet ensemble de, on va dire, de spécifications là qui font la méthode de valorisation. Donc, ce n'est pas seulement des formules à appliquer qui sont différentes, c'est aussi les ratios, d'accord, qui sont Mhm. importants, qui vont être différents. C'est aussi, quand vous lisez les états financiers, les postes comptables qui vont être différents. D'accord? Pour un fast Mhm. grower, par exemple, ce qui va vous intéresser, c'est la croissance du résultat et tout ça. D'accord? Par contre, je dis n'importe quoi. Pourquoi? Pour un asset play, par exemple, c'est le leverage sera très important, à quel point ils sont endettés. D'accord? Donc, Mhm. c'est tout ça en réalité qui rentre dans ce qu'on appelle la méthode de valorisation. D'accord, j'ai compris. Pas de souci. C'est compris. D'accord. Maintenant, j'ai une autre question aussi. Oui. La valeur intrinsèque. Il y a une formule pour la calculer, c'est pas? Je n'ai pas bien entendu. Je demande s'il y a une formule pour calculer la valeur intrinsèque. Parce que quand j'ai fait un peu de... Bon, hier, j'étais un peu concentré sur vos différentes vidéos. Mais j'arrivais pas bien à comprendre les vidéos de valeur intrinsèque. Parce que quand j'ai regardé, j'ai pas bien compris. Donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, je vais vous poser la question sur quelle est la formule exacte pour calculer la valeur intrinsèque. OK. Je Et donc, suppose qu'aussi, elle est calculée en fonction des types d'actions que nous avons aussi, je suppose. exactement. Et donc, comme on l'a dit tantôt, c'est la deuxième étape, la méthode de valorisation, qui va imposer les formules que vous utilisez pour évaluer l'entreprise. Et pas évaluation, on entend la détermination de cette valeur intrinsèque-là, son calcul. D'accord? D'accord, je comprends. Ça veut dire que si j'ai un PR, il y a une formule pour calculer la valeur intrinsèque de l'action. Pardon, si j'ai un fast grower, Oui, vous avez une formule. Si vous avez un cycle voilà, école, vous avez une autre pour formule calculer et ainsi de suite. une autre formule. Ah, je comprends. Je comprends, je comprends. Bon, maintenant, c'est Donc, quand est-ce je que c'est dis. possible d'avoir ces formules-là, si c'est possible? Alors, donc la réponse est que ça se trouve dans la formation. Je ne vais pas vous le dire là maintenant. D'accord? Et donc, le point que je voulais aborder juste avant D'accord. ça, c'est que quand je dis une Uh-huh. formule, en fait, c'est, comment dire, c'est pas totalement vrai. Il y a plusieurs méthodes D'accord. de valorisation. Mais, donc, même quand je prends un fast grower, Mhm. il y a plusieurs méthodes d'évaluer cette valeur intrinsèque-là. Donc, dans le cas d'un fast grower, par exemple, vous pouvez utiliser la Mhm. méthode du PEG ratio, que moi j'utilise, mais il y a aussi la Mhm. méthode du sticker price que vous pouvez utiliser. Il y a la méthode du equity bond theory que Warren Buffett utilise. Il y a la méthode du discounted cash flow que d'autres investisseurs utilisent. D'accord? Donc, à un moment donné, c'est à vous de Mhm. faire le choix de dire, moi, je Le trouve que choix. cette méthode-là fait beaucoup plus sens.
Ou même il y a des gens qui vont à Mhm. l'extrême et qui vont utiliser une panoplie de méthodes, ensuite faire la moyenne pour arriver à une valeur intrinsèque. Bah, c'est autant d'approches. Mais toujours est-il que Hmm. vous n'évaluez pas un phase grower de la même manière que vous évaluez un cycle école. Les méthodes pour évaluer les phases growers sont Mhm. complètement différentes des méthodes que vous utilisez pour évaluer les turnarounds, par exemple. Hmm. Je comprends. Ok, c'est compris. D'accord. Il n'y a pas de souci. Nous sommes toujours deux ou bien il y a une autre personne encore. Non, je vois qu'on est toujours seul. Ouais. Ok. Donc, je peux un peu vous expliquer ma chemise, c'est pas compris, c'est pas trop. Ça, je n'ai pas bien entendu. J'ai dit, est-ce que je peux un peu vous expliquer ma semaine d'achat, de vente d'actions que j'ai fait sur mon compte titre? Bien sûr, allez-y. Ok. D'accord, comme je vous avais dit auparavant, j'avais près de 14 actions. Vous Mm. m'avez conseillé de garder 3. Et j'étais dans la logique de vente. C'est-à-dire, je vendais les actions. J'ai pu vendre l'action de MCA à 8 000 et quelques. Non, à 6 000, non, je crois, à 6 000. MCA à 6 000. Et puis, j'ai vendu BCC à 8 000. Pour BCC, ça m'a fait un peu mal parce que je me suis précipité un peu. Je crois que j'ai acheté l'action à quoi, 6 000, non? Je crois 6 700. Et puis, je l'ai vendu à 8 300, je crois. Mais je n'ai pas compris pourquoi est-ce que l'action a grimpé aussi rapidement. Je n'ai pas compris cette, cette évaluation-là. Je n'ai pas compris. Tu peux m'expliquer un peu? Alors, ici, faut voir le résultat en réalité. Donc, vous allez voir, je n'ai pas le chiffre en tête, mais que le résultat, le glissement annuel du résultat, donc par rapport à l'année passée, c'était plutôt grand. D'accord? Donc, ils ont, on va dire, plutôt bien fait cette année. Donc, là, je suis en train de faire les doigts pour dire entre guillemets en réalité. Parce qu'ensuite, il y a eu un article qui a été publié qui montrait que en réalité, ça, c'était dû à une activité, comment on appelle ça, une activité extraordinaire, donc qui n'est pas ordinaire. Donc, c'est pas le cœur de métier même de l'entreprise. D'accord? Donc, généralement, il va s'agir de cession. Donc, pour faire ce genre de choses, soit, si c'est une entreprise industrielle, par exemple, c'est que l'entreprise a cédé une machine d'exploitation, ouais. Ça peut booster le résultat parce que c'est une vente Mhm, et c'est complètement une plus-value. D'accord? Mais ce n'est pas un truc qui est reproductible. mhm, Et donc, ça en soi, pour un mhm. investisseur à long terme, c'est complètement négatif. Mais nous sommes sur un marché où à court terme, ça se comporte comme Warren Buffett dit, comme une machine de vote. D'accord? Les gens sont là Mhm. pour, les gens qui sont là pour le court terme sont là pour, comment dire, avoir du cash flow là tout de suite. D'accord? S'ils font un résultat là comme ça, qui est sur le court terme assez positif, ça veut dire qu'ils peuvent distribuer des dividendes importants, n'est-ce pas? Et donc ça, Mhm. c'est un truc auquel la BFM réagit particulièrement bien. Et donc, c'est pas étonnant en fait. Je suis mordu là, j'ai regretté un peu. Je me suis dit que je pourrais atteindre. Je me suis dit que je pouvais atteindre, mais bon, c'est pas bien grave. Maintenant, en soi, ça, Comme c'est c'est pas un pas, truc. c'est, vous voyez en bout, c'est typique. Ça, c'est le genre de choses qui arrivent tous les jours. Et donc, Tous les jours, la je sais. morale ici, c'est le marché est irrationnel. Donc, c'est pourquoi, quand vous venez sur le marché, Mhm, l'exercice du profil d'investisseur est crucial. D'accord? Parce que mhm, ces genre d'événements, ça va arriver encore et encore. Et comment dire, mhm. euh, je sais pas comment dire ça. La mauvaise manière d'aborder ça, c'est d'avoir du remords par rapport à ce genre de situation-là. D'accord? Parce que le Donc, comme marché, c'était ma première fois de, parce que de vendre une action, et puis. le marché est irrationnel. Donc, ça veut dire que sur le court terme, Mhm, une action qui n'a mhm. pas d'avenir peut bien performer. D'accord? Et si vous avez du remords, Oui, ça veut dire que la prochaine oui. fois que ça va se passer, vous serez tenté d'acheter ça. Et si vous achetez ça, c'est que vous avez rompu Non, avec votre profil d'investisseur. Ça veut dire que du coup, ce n'est plus le non, long non, je terme vais qui pas vous intéresse, acheter. mais plutôt le court terme. Non, non, je vais pas acheter. Je me suis seulement dit que s'il y avait patienté 2 jours, c'est-à-dire, parce que j'ai lancé mon processus de vente, je crois, 2 jours avant que ça ne grimpe. Voilà, j'ai hésité à lancer, puis j'ai lancé. Bon, c'est pas bien grave. Je me suis dit que comme j'ai un profil d'investisseur moyen modéré, c'est-à-dire j'ai un peu de croissance, un peu de rente, donc forcément, ça va.
ça va venir, mais bon, c'est pas là que mon objectif. Moi, j'ai déjà mon objectif à atteindre. Donc, je dois plutôt me concentrer sur mon profil d'investisseur que de regarder tout ça. C'est pas bien grave, en fait. Voilà. C'était juste pour comprendre pourquoi est-ce que cet événement s'était produit. Nous, avec ce que je crois que j'ai compris, et je sais un peu comment maintenant me diriger face à tout ça. Il n'y a pas de souci, ça marche. Ok. Voilà. Mhm. Donc, je sais pas, j'ai posé déjà ma première question. Ma deuxième question, c'est l'action SBMCI. Oui. Allô? SBMCI, oui. Voilà. Oui, oui. Cette action-là, est-ce qu'on peut la catégoriser comme une action fast grower ou bien une cyclical? Alors, a priori, c'est pas un fast grower, d'accord? Et cyclical, Mhm. je ne pense pas, d'accord? C'est Société Donc, multinationale des bitumes, c'est bien ça, hein? oui, oui. Ok, Oui, c'est donc ça. leur entreprise n'a rien de cyclique, donc ce n'est ni un cyclical. Fast grower, par définition, comme j'aime le dire, sur la BRVM, là actuellement précisément, il n'y a aucun fast grower sur la BRVM. Même Coris Bank ne peut pas être qualifié de fast grower à l'heure actuelle. Donc on a zéro fast grower sur la BRVM là tout de suite. Waouh. Waouh, waouh. D'accord. Ok, c'est compris. Ok, Maintenant, pour mes actions, j'ai plutôt pris une méthode de vente, c'est-à-dire, puisque j'ai déjà lancé des actions et il y a des dividendes qui viennent. Moi, je suis allée sur une méthode où j'attends que les dividendes tombent, je les récupère et j'attends quelques temps après que l'action grimpe. C'est-à-dire, après les dividendes, il y a plus forcément une chute. C'est-à-dire, le coût de l'action baisse et je crois 2 semaines après, une semaine après, ça commence à grimper. Donc, c'est comme ça que je me suis basée. Je me suis dit que, puisque j'ai déjà mis de l'argent là-dedans, j'ai quand même 2 méthodes pour retirer un peu plus et maintenant me concentrer sur mes 3 actions de départ. Est-ce que cette méthode-là, c'est la bonne approche, selon vous? alors j'avoue que j'ai pas très bien compris la méthode. Voilà. La méthode, c'est que, comme par exemple, je prends un exemple simple. Hmm, J'ai, par exemple, acheté, comment on appelle ça, Nestlé. oui, Je prends un exemple, j'ai acheté Nestlé. Nestlé va peut-être donner ses dividendes dans peut-être 1 ou 2 mois. hmm. Et comme moi, je dois faire du tri dans mon portefeuille, je dois forcément vendre cette action-là. Est-ce que j'attends d'encaisser les dividendes et après attendre que l'action grimpe et je la vends? Mais je préfère la vendre maintenant où il n'y a pas de dividendes, mais que l'action est un peu élevée. Ok, je vois. Donc, la réponse à cette question, c'est que c'est pas évident. Donc, Mhm. en réalité, le marché sur le court terme n'est pas prévisible. Bon, d'accord, les traders vont dire le contraire. D'accord, moi je ne fais pas du trading et je ne sais pas comment ça se passe. Mais si c'était possible de, Mhm. on va dire, timer le marché sur le court terme, ils seraient déjà tous milliardaires. Donc, je ne sais pas vous dire sur le court terme ou bien même après le dividende, comment le cours va se comporter. Parce que la preuve, c'est qu'il y a des actions la baisse en question qui doit survenir juste après la distribution de dividendes, il y a des actions pour lesquelles on ne constate même pas du tout ça. C'est que le même jour où il y a Mhm. eu détachement, ce même jour-là, il y a tellement d'acheteurs que le cours remonte encore au niveau juste Mhm. avant le paiement. Donc, je ne sais pas Mhm. vous dire comment le cours ou bien les cours des actions qui vous intéressent vont évoluer sur le court terme. Ça, c'est complètement aléatoire. Mhm. D'accord, d'accord, je comprends. Pas de souci. Alors, donc, Monsieur Berger, oui, j'ai une autre question aussi à vous poser. oui, C'est-à-dire, quand on veut étudier le compte de résultat d'une entreprise, oui. je crois que j'aurais dans une de vos vidéos. Quelles sont les parties qu'on doit principalement faire l'étude? Alors, toutes les parties nous intéressent, mais, d'accord, ce qui est important Mhm. ici, c'est de déterminer
pour votre cas spécifique, qu'est-ce qui est prioritaire? D'accord? Donc ça revient encore à la deuxième étape du processus de valorisation dont on a parlé D'études, d'accord. précédemment. Ouais. Et donc, ce qui vous intéresse dans le compte de résultats pour un fast grower, c'est pas ça qui va vous intéresser pour un cyclical, par exemple. D'accord? Donc, tout est une question, c'est au cas par cas que vous y allez. Ah, Et suivant même comment on appelle, le type d'entreprise, le compte de résultats sera complètement différent. D'accord? Pour une entreprise industrielle, ce sera complètement différent par rapport à si c'était une entreprise bancaire, par exemple. D'accord? Donc, c'est vraiment au cas par cas. donc, c'est un point par cas. C'est-à-dire, on étudie une entreprise bancaire. OK. Quel est le point qui nous intéresse principalement? OK. Une entreprise bancaire, d'accord, mais dans quelle catégorie? Bon, on va prendre les catégories que nous avons. Par exemple, si on prend l'entreprise Chorus Bank. OK. D'accord. Donc, Chorus Bank, on sait que c'est un fast grower. Et ce qui nous intéresse chez les fast Oui. growers, c'est quoi? C'est la croissance du résultat net. La croissance sur les 5 dernières années. D'accord? Et ça, c'est un premier facteur. Le second facteur qui nous intéresse pour les fast growers, c'est de s'assurer que cette croissance-là est tirée par le chiffre d'affaires. D'accord? Dans le cas des banques, le chiffre d'affaires, son équivalent, c'est le PNB, le produit net bancaire. Donc, ça fait deux choses qui nous intéressent. Que le résultat net est en pleine croissance, d'accord? Et que cette croissance, ça provient du PNB, que ça ne provient pas d'une optimisation des coûts, comme c'est le cas pour NCI. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont croire qu'en réalité, NCI, c'est un fast growth, ce qui est complètement faux. D'accord? Parce que sa croissance ne vient pas de l'expansion de l'activité de la banque, mais plutôt des optimisations internes qui sont faites. Donc, voilà les deux choses qui nous intéressent. Vous voulez voir que le PNB, que le résultat est croissant sur les dernières années. Donc, généralement, le compte de résultat, vous allez voir les colonnes qui vont présenter les années, les quantités. Ce sera deux colonnes. Donc, pour cette année, N et N-1, vous aurez deux. Et donc, vous voulez voir sur les 5 dernières années. Donc, vous avez besoin de 3 états financiers. Donc, 3 comptes de résultats pour pouvoir voir sur 5 années. D'accord? Vous aurez au final 6 colonnes et ça va vous permettre de couvrir 5 années. Vous voulez donc voir en début de période, en début des 5 dernières années, quelle était la valeur du résultat net et enfin, quelle était la valeur du résultat net. Et entre-temps, comment ça a évolué. D'accord? Est-ce que ce n'est pas trop disparate? Pour vous assurer qu'on est vraiment présent sur une phase grower, que la tendance est haussière et relativement constante. D'accord? Donc, premier truc, donc la dernière ligne du compte résultat, le résultat lui-même. Le deuxième truc, comme on a dit, c'est le PNB. Vous voulez vous assurer que cette croissance que vous avez vue éventuellement au niveau du résultat, que ça provient vraiment de l'expansion de l'activité de l'entreprise. Et donc que c'est le PNB, c'est parce que le PNB est en croissance que le résultat est en croissance et non pas des optimisations internes ou bien chaque fois des sessions extraordinaires qui font que le résultat augmente comme ça. D'accord? Donc deux choses pour les fast growers, la croissance du résultat net et le compte de résultat, vous voulez voir que le PNB est tout aussi croissant que le résultat. Maintenant, ouais, une autre chose importante à observer ici, c'est, vous allez voir, il y a une ligne, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais si c'était une entreprise industrielle, par exemple, il y aura une ligne pour le remboursement du crédit de la banque. Vous voulez vous assurer que cette ligne-là n'est pas, que sa valeur n'est pas extraordinaire, d'accord? Parce que si vous savez comment l'effet de levier marche, vous savez que, comment on dit, une croissance extraordinaire peut aussi se justifier par un effet de levier beaucoup trop grand. Donc, un leverage, ils ont pris beaucoup de crédit, ça peut exploser la rentabilité de l'entreprise. Vous voulez vous assurer que la croissance que vous avez, ça vient d'une rentabilité qui ne vient pas, qui n'est pas basée sur du leverage, mais qui est plutôt basée sur, d'accord, la rentabilité économique de l'entreprise, pas une rentabilité financière. D'accord? Et donc, ça, c'est le troisième truc potentiellement que vous voulez vérifier pour un fast grower. Donc, pour récapituler, la croissance du résultat net. 2, que cette croissance vient vraiment de la croissance du PNB. Et 3, que la rentabilité qui pousse cette croissance-là, qu'elle est économique, qu'elle est surtout économique et non pas juste financière, basée sur du leverage. D'accord.
C'est compris. Je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant. Comme M. Pape vient de se connecter, peut-être qu'il a des questions à poser aussi. Ok, Je vais revenir si j'ai des questions au fur et à mesure. oui, Merci bien, M. Bérer. merci à vous. Monsieur Pape, votre micro, il se comporte mieux maintenant? Bonsoir, Oui, c'est mieux? oui, je vous entends pour le moment. D'accord. Non, j'ai complètement changé d'appareil. Ok, Voilà. Donc, j'étais en train de dire qu'en fait, je me suis inscrit pour votre formation, mais malheureusement, je n'arrive pas à lire régulièrement parce que je suis en période d'examen actuellement. Maintenant, le compte que j'ai ouvert, j'ai laissé la gestion à la SGI pour l'instant. ok, Et avant-hier, j'ai ouvert leur plateforme en ligne pour y jeter un coup d'œil quand même. ouais. Alors, certainement dans les formations, je vais me retrouver ça, mais je vois CMP à quelque part. Après, je pense que j'ai déjà entendu ça j'ai déjà vu ça dans les discussions dans le groupe WhatsApp. Oui, Ça veut dire coût moyen de paiement, si je me trompe. pondéré, coût moyen pondéré. Coût moyen pondéré, voilà. D'accord. Maintenant, je vois sur certains titres où ce CMP est à 0 et je voudrais demander dans quel cas ça peut être comme ça. Alors, a priori, je vais dire que ça dépend du fonctionnement de la SDI. Donc, dans mon cas, par exemple, à Africa Boost, ce qui va se passer, c'est si je Oui. mets une ordre pour acheter, donc le lendemain, je prends le cas des Coris Bank, par exemple, que je vais acheter des Coris Bank. Donc, le lendemain, je dis que n'importe quoi, je vais acheter 100 Coris Bank. Donc, le lendemain, ils vont ajouter, bon, j'ai dit à des Coris Bank, bon, c'est pas le meilleur exemple. Je dis Société Générale. Là, actuellement, j'ai pas de Société Générale dans mon portefeuille. Donc, le lendemain, donc, je passe l'ordre aujourd'hui, donc dans la journée de demain. Ils vont ajouter une ligne à mon portefeuille et ils vont mettre SGBCI, donc c'est l'action Société Générale, et la quantité, ils vont mettre 0 et le coût unité moyen pondéré, ils vont mettre 0. D'accord? Je crois qu'ils font ça, Africa Boost fait ça juste pour annoncer, d'accord, que votre ordre, ça a été passé, d'accord, et que ça a réussi. Donc, vous aurez vos actions, d'accord, mais que ce n'est pas encore entièrement dans le portefeuille, d'accord? Et donc, généralement, au bout de 2 jours après ou 3 jours après, vous allez voir qu'ils vont actualiser la quantité, ils vont mettre la quantité qu'ils ont pu obtenir, ils vont actualiser le coût unitaire moyen pondéré, donc, et ils vont mettre le prix auquel ils ont pu avoir les actions. D'accord, d'accord. OK. D'accord, je comprends ce que vous avez expliqué. Sauf que dans mon cas, ils ont mis la quantité disponible. Ça veut dire, pour la quantité disponible, il y a un chiffre. OK, je vois. Et Et le donc, CMP, c'est quand même 0. ouais, quand vous faites le total, est-ce que c'est cohérent? Donc, quand vous faites le total enfin, vous multipliez CMP de cette ligne-là fois le coût et vous faites la même chose pour toutes les autres lignes, est-ce que ça reflète le total la valorisation totale du portefeuille? Enfin, je dis valorisation totale, mais est-ce que c'est cohérent par rapport à la valeur du portefeuille? Ce ne sera pas égal, puisque ce n'est Oui. pas des valorisations qu'on est en train de comparer, mais est-ce que c'est cohérent? Est-ce qu'il y a, je veux dire, 25% du portefeuille, par exemple, qui manque? Non, il n'y a rien qui manque. Ok, ça c'est plutôt suspect alors. Ouais, si ça manquait au moins, ce serait logique, d'accord? Donc, ce que je vous conseille, c'est de remonter le problème à votre gestionnaire de compte. Je vais dire, voilà, que le coût unitaire OK, est à 0, ça fait pas sens et que vous ne comprenez pas. d'accord. Et sinon, OK, ça marche. pour cette Je vais, ligne-là, je vais leur écrire. Mhm. pour la ligne qui est à 0, par exemple, est-ce que c'est un nouvel ordre que vous avez passé? Bon, j'ai laissé la gestion à la EGI, donc je Ah, pense que ok. c'est eux qui Ouais, le font. ouais. Oui, Oh, c'est récent quand même. ok. C'est récent D'accord. parce que pour les actifs, pour les actions qu'ils ont prises il y a longtemps, là-bas, il n'y a pas de problème sur toutes les lignes, il y a les quantités, il y a le CMP, et puis bon. Ok. Voilà, là où il y a le 0, c'est récent, effectivement. Ok. D'accord. C'était ma principale question pour ce soir. D'accord. Voilà. Je pense que quand je finirai mes examens, que je me mettrai à lire les cours, j'en aurai suffisamment de questions. Ok.
Ouais. Alors, les questions qui sont liées à la formation, on y répond dans des séances séparées. C'est des séances de coaching. Donc, comment ça marche? C'est vous allez voir Ok. dans la formation, c'est 7 modules. À la fin de chaque module que vous aurez Oh, fini, puis c'est des devoirs à rendre. Je prends le mhm. cas du premier module. Vous finissez le premier module. À la fin, donc, on a une Ouais. séance de coaching là où on va essayer de répondre aux difficultés que vous avez rencontrées en essayant de refaire les exercices qui sont liés à ce module-là. Ok. Et donc, Ok, d'accord. quand on a fini de faire ça, on va aborder votre portefeuille, donc faire le suivi du portefeuille. Et donc, ainsi de suite pour chaque module qui va suivre. Et donc, c'est pas dans le webinaire ici qu'on répond à ces questions-là, c'est dans les séances de coaching séparées, individuelles. Oh, ok, d'accord. D'accord. OK, Ça marche. Merci bien. merci à vous. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je crois qu'on va s'arrêter là pour ce webinaire. Et on se donne rendez-vous dans la semaine comme d'habitude. Il n'y a pas de souci. Pour moi, c'était la principale question que j'avais pour ce soir. OK. Agréable soirée à vous. Alors, moi j'ai une Merci. dernière question. Oui, bien sûr. Je vois, vous avez parlé de la formation. Oui. La formation, je ne sais pas si c'est dans le groupe VV30. Je ne sais pas si c'est de ça que vous parlez. Mais c'est d'une autre formation que vous parlez. Ah, la formation, elle est différente des groupes. Donc, on a deux groupes, BRVM 1000, BRVM 30. D'accord? Ça, c'est des groupes WhatsApp. Mais on a un produit phare qui est Oui, la oui. formation BRVM Masterclass. Donc, c'est une formation pour apprendre à investir en bourse. C'est complètement différent des groupes BRVM 1000 et 30. D'accord, ça, c'est que j'ai compris. Il n'y a pas de Ok. souci, c'est tout. Ok. D'accord. Donc, merci bien à vous. Merci à vous. Et puis, on Agréable se voit soirée. encore la semaine prochaine. Oui. Merci également.